Bon, donc la semaine dernière, on avait vu comment au XVIe siècle, les rapports entre les Européens en Inde et donc la représentation de l'Inde en Europe avait changé, avait évolué. Donc, tout d'abord, on a pris l'aspect historiographique, c'est-à-dire la tradition des chroniques, comment ça s'est développé lentement en développant en particulier le personnage de João de Barros, le grand chroniqueur et homme de Renaissance du milieu du XVIe siècle. Puis on a vu, et je vais reprendre sur cet aspect-là, les débuts d'une nouvelle conception ethnographique. Mais il faut peut-être tout d'abord se rendre compte que il y a des reflets de l'Inde un peu partout, même dans la littérature portugaise. Il suffit de regarder les textes des Lusíadas de Camões, et il y a un certain nombre d'entre vous qui savent sans doute que Camões faisait partie d'une famille qui s'est investie largement dans l'Inde. C'était les Vaz de Camões, et il avait lui-même été soldat en Inde et dans l'océan Indien avant de revenir et écrire donc ce fameux texte, les Lusíadas. Il a aussi été plus ou moins, il s'avère, ami d'un des chroniqueurs portugais, Diogo de Couto. Et Couto, en fait, parle maintes fois de Camões et les rapports qu'ils avaient eus. Donc, juste à titre d'exemple, voici, parmi un des chants des Lusíadas, il y a cette petite réflexion sur l'Inde et sur la place du Gange dans la vie des Indiens. Donc, ça aussi, ça devient un des topoi autour donc, de la fixação de l'image de l'Inde. Donc, Ganges no qual os seus habitadores morrem banhados, tendo por certeza que, ainda que sejam grandes pecadores, esta água santa os lava e dá pureza. Le Gange, où chacun des indigènes se lave et meurt, sachant bien sûr que même s'il n'a pas purgé ses grandes peines, dans cette eau bénite, il est rendu pur. Donc, cette idée de la centralité aussi de la ville de Benares, qui est maintes fois aussi mentionnée dans les chroniques portugaises de l'époque. Et Camões va donc, bien sûr, développer cet aspect-là, mais aussi, par exemple, il y a une partie assez intéressante sur les mœurs de la caste des guerriers au Kerala, les Nayar, qui a aussi été un objet de fascination pour les Portugais. Alors, donc, pour revenir à cet aspect ethnographique, on a vu que, dans un premier temps, ce qui est assez remarquable, et ça vaut la peine de souligner parce que souvent on a oublié ça, les Portugais n'ont pas beaucoup utilisé, ou presque pas utilisé le mot caste en arrivant en Inde. C'est-à-dire, le mot caste existait bel et bien dans leur vocabulaire, pour parler des chevaux, par exemple, ou des chiens. Il y avait des chiens de bonne caste, ou des chevaux de bonne caste, ou même pour parler, par exemple, des raisins, des raisins de bonne caste. Tout cela, ça existait. Mais on n'utilisait pas ce mot pour désigner des groupes ou des collectifs à l'intérieur de l'Inde. Ce qu'on avait préféré pendant les premières décennies, c'était donc cet autre mot qui est le mot lei, loi. Donc, pour Duarte Barbosa, écrivain très important qui a vécu en Inde beaucoup plus que la plupart des Portugais, car il est resté en Inde plus ou moins, avec peut-être une interruption, plus ou moins 45 ans. Et il a appris au moins le malayalam parlé. On ne sait pas s'il avait vraiment des connaissances de la langue écrite, mais voilà donc ce qu'il dit sur le royaume de Narsingha, c'est-à-dire le royaume de Vijayanagar à l'intérieur de l'Inde, où il y a pour lui 3 lois de gentils, 13 leis de gentios, et donc ce sont des rois qui sont aussi de la loi des chevaliers et des hommes d'armes, et puis il y a les brahmanes, il y a les marchands. Donc, on peut même penser, peut-être, c'est peut-être un peu, il faut encore démontrer ça, qu'il y avait dans l'esprit de ces gens un parallélisme entre ça et, par exemple, la conception des 3 ordres. Donc, les gens parmi eux qui étaient éduqués, et Barbosa était quand même moyennement éduqué, auraient pu avoir une connaissance de cet aspect-là dans la conception de la société féodale. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la
vision de Barbosa, qui, à mon avis, est aussi plus généralement la vision de ce groupe qui s'appelle les casados, c'est-à-dire les colons qui sont basés en Inde, qui deviennent des casados dans le sens technique parce qu'ils vont se marier souvent avec des femmes indiennes. Il y a deux sortes indiennes entre quelques guillemets. Pardonnez-moi, il y a encore des places ici, donc si vous voulez passer, c'est peut-être mieux. Deuxième rang. Alors donc, il y a la vision des casados, ces gens qui se sont mariés avec des femmes indiennes, mais aussi il faut se rappeler qu'au moment de la conquête de Goa, les Portugais avaient donc tué beaucoup de musulmans et par la suite, ils ont pris leurs femmes. Donc, il y a aussi les femmes ex-musulmanes qui deviennent par la suite les femmes des Portugais, souvent d'origine du Moyen-Orient, des Persanes ou des Turcs d'origine, mais qui deviennent donc en effet à la fois les femmes des Portugais. Et il faut imaginer aussi qu'elles sont en quelque sorte les interlocutrices pour un certain nombre de questions concernant la société locale. Alors donc, ce que je veux souligner dans ce premier moment, c'est que le mot lei et le mot casta, quand ça apparaît, et Barbosa l'utilise peut-être 2 fois dans son texte, mais il y a d'autres qui commencent à utiliser ce mot dans les années 1520 et dans les années 1530. C'est considéré comme ce qu'on peut appeler une catégorie agglutinative, c'est-à-dire on peut toujours rajouter d'autres lois et d'autres castes. Il n'y a pas de limite. C'est une espèce de catégorie ouverte. Et donc, ce qui importe pour ces gens-là, c'est la description. Donc, à chaque fois, on parle d'une certaine loi, d'une certaine loi, on donne un nom, qui est un nom plus ou moins dans une langue locale, souvent, bien sûr, avec des distorsions introduites par les Portugais. Et puis, on va parler aussi, dans le cas de Barbosa, de comment chacune de ces lois a ses propres dieux, a ses propres croyances. Et donc, c'est comme si chaque loi représente une espèce d'univers autonome. Bien sûr, il y a quelques rapports entre ces lois, mais il y a donc ce qu'on peut décrire comme un manque de raisonnement systémique. Ce n'est pas comme si le tout est décrit comme un système. C'est comme si chaque entité, chaque corps social est décrit séparément. Donc, regardons par exemple un autre passage de Barbosa. Parlons cette fois-ci du Kerala. Dans ce pays de Malabar, tout le monde utilise un langage unique appelé Malayama, donc Malayalam. Puis il dit, ce qui démontre qu'il ne connaissait pas très bien le Malayalam. Bon. Tous les rois sont de la même loi et la même coutume, lei et costume, plus ou moins, mais celle du peuple est très différente parce que vous devez savoir que dans tout le Malabar, il y a 18 lois. Donc, vous voyez, 3 pour le Narsinga, 18 pour le Kerala. Donc, selon les sociétés et selon les connaissances qu'il a des sociétés, il a plus ou moins de lois. Ce n'est pas comme s'il y a une notion fixe ou une notion inflexible. Donc, il y a 18 lois des gentils autochtones, chacun séparé de l'autre, au point que l'on ne touche pas l'autre sous peine de mort ou la perte de biens, de sorte que chacun a des lois, des coutumes et des idolâtries pour lui-même. Donc, chaque loi est donc en quelque sorte séparée et différente. Alors, donc, c'est cette conception qui va persister pendant les décennies à suivre. Ce moment, quand on a ce fameux texte, le Codex Casanatense, où il y a donc ces peintures faites par probablement un peintre ou des peintres indiens, pour un commanditaire qui serait un Portugais. On ne sait pas qui. Il se peut que c'était un missionnaire, il se peut que c'était un marchand ou quelqu'un qui avait un peu le goût de l'exotisme. Mais en tout cas, donc, on a dans ces différents moments des scènes soi-disant typiques, mais souvent assez fantaisistes, comme celle-ci où on est en train de démontrer l'enterrement de la veuve de quelqu'un qui appartient à... Et ici, on utilise le mot
caste, c'est caste d'Almocrèves, c'est-à-dire la caste des âniers. Donc, on dit que voilà, le mari est déjà mort, et elle tient son corps dans ses bras et elle est en train de se faire enterrer vive avec l'aide de quelques-uns de ses amis, bien sûr. Là, l'idée est aussi que le peintre est un peu confus. Vous voyez qu'il y a aussi, il n'est pas sûr si elle est en train d'être enterrée ou brûlée parce qu'il y a aussi les flammes sur sa tête. Donc, voilà, peut-être le commanditaire avait donné des instructions un peu confuses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'évolution ou le passage entre ce premier moment avec un manque de raisonnement systématique et le deuxième moment, qui est le moment missionnaire. Donc, vous voyez, schématiquement, on peut aussi penser à la première situation où des gens comme Barbosa ne sont pas des missionnaires, ce sont des laïcs, ce sont des marchands, des casados et des gens comme ça. Tandis qu'avec les missionnaires, on arrive à une autre conception. Et ça, c'est la conception durable. Et c'est la conception, donc, systémique. Voilà donc le texte d'Agustín de Azevedo, un personnage assez intéressant, qui a commencé sa vie comme soldat. Mais comme ça se faisait parmi les missionnaires, souvent il y avait des gens qui sont venus comme des soldats qui étaient dans les garnisons et à partir d'un certain moment, ils ont trouvé la vie trop dure et ils sont devenus donc des prêtres. Et il y avait certains ordres qui étaient plus aptes à admettre ce type de gens. Mais même les jésuites, qu'il faut dire étaient relativement snobs, ils ont quand même quelquefois cette possibilité, cette ouverture envers les ex-soldats. Alors donc, le texte d'Agustín de Azevedo, un texte non publié, qui a été retrouvé, j'insiste, au XXe siècle, nous dit qu'il faut savoir que parmi tous les gentils de l'Orient, il y a maintenu et soutenu une seule opinion sur la connaissance de Dieu et la corruption, la création et la corruption des êtres, ce qui est une leçon qui est enseignée dans leurs écoles par leurs brahmanes, etc. Donc, il a là déjà un aspect là que les croyances, la religion, il utilise le mot, soit religion, ça c'est un tout. Et dans tout l'Orient, il n'y a qu'une seule créance, même si on a des aspects apparemment différents, mais la réalité derrière, c'est unitaire. Donc, par la suite, il nous explique que, en plus, c'est basé sur des textes. Ce n'est pas seulement basé sur des pratiques. Il y a donc les textes qui s'appellent Vedas, donc ça veut dire les Védas, qui sont divisés en 4 parties. Puis, ceux-ci sont divisés en 52 parties de la manière suivante. 6 sont appelés Shastra, qui sont les corps. 18 sont appelés Purana, qui sont les membres. Et 28 sont appelés Agama, Agamon, qui sont les articles. Donc, il a une certaine connaissance, même si on sait qu'Agustín de Azevedo, en réalité, n'avait pas vraiment de connaissance des textes directement. Tout cela, c'est de lui dire, mais il est capable de récupérer ça et cuisiner ça d'une façon telle qu'on voit ça comme un tout, comme un système. Et ça, c'est encore plus clair dans ce passage que je vous avais montré un peu rapidement la semaine dernière, où il parle des castes. Donc, là, vous voyez, il dit encore une fois, et maintenant c'est devenu systémique. Dans tout l'Orient, il y a 4 castes. Donc, il n'y a pas de variation. Ce n'est pas comme chez Barbosa où on peut avoir un certain nombre de lays dans un royaume et d'autres dans un autre. Donc, il y a 4 castes qui sont la base de tout. Et encore une fois, il nous parle d'un texte qui n'existe pas, mais peu importe. Et il y a cette idée d'autorité textuelle. Le texte qui s'appelle, il le met à sa façon, Jadigal Tutan, et en réalité, ça serait Jadigal Totam, ce que veut dire le verger des castes, qui est leur livre de noblesse, et puis il nous donne les noms de castes, et parfois il utilise le mot nation, nation. Il y a des places au milieu si vous voulez passer. Donc, la première caste est celle des Raya, qui est la nation la plus noble, et donc il nous dit que c'est là que les rois de Kanaras, c'est-à-dire les rois de Vijayanagar, viennent. Par la suite, il y a la deuxième caste qui est celle des Brahmines. Bien qu'ils souhaitent précéder les autres. Puis, il y a la troisième caste qui est des Chatting, qui sont les marchands, des Chatting. Et la quatrième caste est celle des Balala ou les Velalers. Et là, vous voyez qu'il y a cette idée de 4 castes. Puis, il a aussi cette autre idée qui est typique de l'Inde du Sud, qui n'existe pas en Inde du Nord, c'est-à-dire une espèce de division verticale où on parle donc par la suite
de deux sortes de castes, de la main droite et de la main gauche. C'est quelque chose qui n'existe pas en Inde du Nord. Encore une fois, on voit qu'il ne connaît pas très bien les langues de l'Inde du Sud. Il utilise le mot Valangay, qui est plus ou moins correct, mais pour l'autre, qui est Irangay, il dit Talangam, qui n'est pas correct du tout. Excusez-moi. Alors, dans le texte d'Azevedo, il y a quelque chose d'autre qui est assez clair, c'est qu'il a cette notion que la caste doit être décrite comme un système parce que c'est un obstacle. Et ça, c'est une forme de raisonnement qu'on n'a pas chez Barbosa. Parce que pour Barbosa, c'est tout simplement une question de décrire une société où il habite. Et de donner des précisions, de donner des noms. Tandis que pour Azevedo, il nous dit que le problème, c'est que la conversion n'est pas possible à cause des castes. Et dès qu'il a identifié la caste en tant qu'obstacle, il est obligé en quelque sorte de le décrire en tant que système. Parce qu'il faut donc par la suite analyser, décortiquer le système pour trouver ses points forts et ses points faibles. Et ensuite donc donner une stratégie pour faire détruire cet obstacle. Donc, vous voyez déjà, le passage entre pensée laïque et pensée missionnaire n'est pas anodin. Donc, il y a quelque chose déjà dans la vision des missionnaires qui est un peu autre par rapport à cette autre vision. Alors, est-ce qu'il a inventé ces choses? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il a puisé dans une tradition textuelle. Et le livre le plus connu de cette tradition textuelle, qui a cette vision des Chaturvarna, ou des 4 castes, c'est un texte classique, très difficile à dater, comme beaucoup de textes classiques en Inde, qui est le Manu Dharmashastra, dans lequel donc, on dit que Manu, qui était une espèce d'homme sage, a donné à des autres qui sont venus le voir cette idée qu'il y avait donc 4, ce qu'on appelle ici classes primitives, qui sont des varnas, des couleurs, et puis il y a d'autres qui peuvent se produire par leur mélange, mais en tout cas, il y a aussi cette énonciation en sanskrit des 4 noms qui sont donc Brahman, Kshatriya, Vaishya et Shudra, qui n'est pas exactement, bien sûr, le même qui est utilisé par Agostinho de Azevedo, parce que Agostinho de Azevedo est en train de parler avec les locuteurs de Tamoul, et donc il trouve ces informations essentiellement en Inde du Sud. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans la deuxième moitié du XVIe siècle, le passage entre cette conception agglutinative, ouverte, descriptive, à une conception donc fermée, systémique, mais pas inventée. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si quelqu'un comme Azevedo est en train de faire ça de toutes pièces. Il est en train de puiser, mais il faut quand même comprendre qu'il y avait beaucoup de possibilités. Il aurait pu puiser dans d'autres traditions. Il a choisi cette tradition. Parce que cette tradition, sans doute, correspondait mieux à ses buts, c'est-à-dire une vision relativement claire, relativement simple et systémique, plutôt qu'ouverte, parce que dès qu'on passe à une notion des jati, en fait, en réalité, on sait qu'ils sont plus ou moins innombrables. C'est très difficile en réalité de dire combien il en a. Tandis qu'il a envie de nous donner une abstraction beaucoup plus claire. Et puis, on a vu aussi que l'essentiel du texte d'Azevedo, et la raison pour laquelle c'est resté très important, c'est que même si lui, il ne l'a pas publié, il a été plagié. Donc, le chroniqueur Diogo de Couto va prendre son texte entièrement et il va le reproduire dans la Década Quinta d'Asia, publiée en 1612, qui devient la référence pour toute description de caste dans le XVIIe siècle. Si vous regardez les dictionnaires, si vous regardez les autres textes, en fait, souvent, on va se référer toujours au texte de Couto comme étant la description la plus claire de caste. Et là, vous voyez, em todo este Oriente, há 4 castas que precedem a todas as demais.
tout cela, c'est textuellement Azevedo, c'est rien d'autre. Donc, une fois que c'est passé dans la tradition de la chronique officielle, ça devient en quelque sorte une espèce de doxa, et ça devient donc le point de passage obligatoire, et tout le monde au XVIIe siècle, plus ou moins sans exception, qu'il soit portugais, qu'il soit italien, qu'il soit allemand, qu'il soit néerlandais, va toujours parler de 4 castes. Et ça devient donc une espèce de point fixe, un topos de plus qu'on va donc rajouter aux autres. Et par la suite, il y a toujours cette tension, parce que vous savez qu'on a aussi commencé à produire de plus en plus au XVIIe siècle de ces peintures décrivant des castes et des sous-castes et des aspects comme ça. Ça, c'est un album relativement méconnu, gardé aujourd'hui en Espagne. Donc, vous voyez à gauche une sous-caste de Brahman, les Brahmanes Vaishnava en Inde du Sud. Et à droite, vous voyez les renonçants ou les sannyasis. Ce sont encore une fois des peintures produites par des peintres indiens. Ça, c'est assez clair. Mais encore une fois, il y a un rapport assez compliqué entre commanditaires et peintres. Et le texte, par exemple, parfois correspond plus ou moins parfaitement avec l'image, mais parfois il y a aussi une espèce de décalage entre les deux. On a l'impression parfois que le texte a été écrit avant et la peinture a été faite après, et puis c'était très difficile de changer le texte, donc du coup on est resté avec cette espèce de petit décalage entre les deux. Ces textes-là, au XVIIe siècle, donc, deviennent de plus en plus volumineux, et on a donc cette représentation qui correspond à la version verbale, même si en réalité, dans ces textes, il y a toujours beaucoup plus que 4 castes. Il y a encore une fois ce problème que la description visuelle est beaucoup plus riche que la schématisation qu'on trouve dans le texte. Vous voyez encore des castes qui correspondent donc à des métiers. Ce qui en réalité est aussi le cas des jatis, c'est-à-dire souvent, par exemple, les gens qui travaillent le fer, les gens qui font les marchands à gauche, etc., chacun correspond à une caste. Tandis que les 4, c'est quand même une espèce de division extrêmement grossière pour une idée relativement schématique que les théoriciens de la caste en Inde avaient au début du premier millénaire. Alors, ça c'est donc pour l'Inde du Sud. Et c'est important de garder en tête que l'Inde du Sud reste la clé pour cette conception ethnographique. Ça ne vient pas du tout de l'Inde du Nord. Et ça ne correspond pas du tout non plus dans les détails à les noms des groupes sociaux qu'on trouve en Inde du Nord. C'est toujours basé sur le tamoul ou le kannada, pour l'essentiel, ce qu'on trouve dans ces textes portugais et européens de l'époque. Alors, c'est aussi vrai, cependant, que les Portugais avaient beaucoup de rapports avec le monde qui n'était pas le monde des gentils, comme on appelle ces gens-là. Remarquez qu'on n'utilise pas en ce moment le mot hindou. Ce n'est pas un mot qui existe encore dans le vocabulaire des Portugais. Ça va venir plus tard. Mais on a ces rapports donc avec toute une série de royaumes musulmans. Et en commençant, bien sûr, avec le voisinage de Goa, où il y a ces royaumes qui sont considérés comme d'une taille moyenne pour l'Inde, mais ne sont pas si petites que ça. En termes de population, c'est très difficile de dire, mais j'ai l'impression que le royaume de Bijapur n'est pas beaucoup plus petit que la France de Louis XIII. Donc, il faut quand même garder ces dimensions en tête. Donc, vous avez ces royaumes avec lesquels les Portugais ont des rapports diplomatiques. Ici, vous voyez une lettre en persan échangée entre le sultan de Bijapur et le roi de Portugal. Donc, il y a ces échanges. Il y a aussi d'autres informations. Il y a bien sûr aussi des gens qui sont toujours de passage d'un côté à l'autre, ces fameux renégats dont j'ai parlé un peu la semaine dernière, qui vont s'installer souvent dans ces royaumes-là quand ils ont
des ennuis avec la justice portugaise ou quand ils ont envie de gagner un peu plus d'argent, parce que s'ils sont des spécialistes militaires ou des spécialistes de l'artillerie, par exemple, ils sont beaucoup mieux payés souvent par ces sultans que par les propres Portugais. Alors, ces royaumes-là sont aussi l'objet des écrits portugais. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Parmi les textes mineurs, on a vu la grande tradition qui est représentée donc par les grands chroniqueurs, João de Barros, puis Lopes de Castaneda avant lui, puis il y a donc Couto qui va suivre Barros, il y a Gaspar Correia, mais il y a aussi des petits textes, des textes beaucoup moins importants, portant souvent sur un personnage, par exemple, souvent un gouverneur, parce que les gouverneurs avaient parfois des carrières politiques assez difficiles, et en rentrant au Portugal, souvent ils étaient, par exemple, accusés de la corruption ou autre chose, et pour se justifier, ils avaient donc tendance de faire produire un texte autour de leurs faits. Donc c'est une façon de justifier l'action du gouverneur en tant que gouverneur, mais pour produire ça, il faut donc produire une espèce de chronique. On a plusieurs moyens de faire. On peut faire la chose de base qui serait de prendre les choses dans la chronique officielle. Mais souvent, la chronique officielle n'existe pas encore. Donc, il faut inventer une autre chronique. Alors, donc là, vous voyez un cas précis qui est sur le vice-roi Dom Luís d'Ataïde, qui était le vice-roi à la fin des années 1560. Il a été le vice-roi au moment quand il y avait un siège assez important de Goa et de Chaul en 1570. Et donc, à l'époque, il a fait faire un texte portant sur ses actions. Et si on regarde ce texte, en fait, on parle surtout de Deccan, en donnant beaucoup de détails, pas mal de détails sur, par exemple, l'intérieur de la cour de Bijapur et d'Ahmednagar, en donnant le nom d'un certain nombre de capitaines, des précisions sur leur appartenance ethnique, parce que les Portugais, comme c'était souvent le cas d'autres Européens, étaient convaincus que les factions dans les cours fonctionnaient comme résultat de l'origine des gens, c'est-à-dire que les Persans formaient une faction, que les Abyssins formaient une faction, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il y avait la description de la personne, le nom, mais à partir de nom, c'était souvent très difficile de dire qui il était. Si, par exemple, il s'appelait Fateh Khan, ça aurait pu être quelqu'un de n'importe où. Donc, par la suite, on disait qu'il était d'origine persane ou d'origine autochtone et converti, etc. Donc, un texte de ce genre. Parmi ces textes, à mon avis, un des plus intéressants, que ça vaut la peine encore d'étudier beaucoup plus en détail, c'est ce texte anonyme, où il y a deux couches dans ce texte. Il y a une première couche qui vient de la fin des années 1570, puis une deuxième. Et je pense que la première couche est écrite par quelqu'un qui était un soldat ou un ex-soldat, tandis que le deuxième était manifestement écrit par un missionnaire, qui a donc fait une espèce de commentaire moral et religieux qu'il a rajouté au texte de base. Et c'est un texte assez curieux qui s'appelle donc Primor e Honra da Vida Soldadesca, le Estado de Índia. J'ai parlé un peu de ça l'année dernière. C'est un texte portant sur la vie des soldats. Mais en fait, l'auteur a une obsession, c'est la conversion à l'islam. Parce qu'il a très peur que les Portugais se convertissent à l'islam. Donc, c'est un peu l'opposé du problème du missionnaire. Le missionnaire est concerné par le problème d'amener les gentils vers le christianisme. Tandis qu'ici, l'auteur est très concerné parce qu'il se rend compte que chez les musulmans, on est beaucoup mieux payé. Il dit sans cesse qu'en plus, dans cette religion, c'est très facile de se convertir, il suffit de dire une phrase et on devient musulman. Et voilà pourquoi, selon lui, beaucoup de Portugais qui se trouvent dans des situations de frontières, quand ils sont assiégés dans une forteresse, ils vont prendre le chemin facile, ils vont passer à l'autre côté. Et c'est parmi les rares textes, et ça c'est assez curieux, où il y a une petite tentative d'ethnographie sur les sociétés musulmanes. Ce qu'on ne trouve pas en général chez les Portugais dans l'océan Indien. On parle beaucoup des gentils, mais très peu des musulmans en tant qu'objet ethnographique. Donc, par exemple, vous voyez ce texte-là, ce passage.
da causa porque os reis do Deccan obedecem ao Shah Tahmaj por califa e a diferença entre os mouros sunnis et al-Walish. Donc, pourquoi les rois du Deccan ont tendance à obéir au Shah Tahmasp, qui est le roi d'Iran, en tant que calife, et de la différence entre les musulmans sunnites et alavis. Il utilise le mot alavi au lieu d'utiliser le mot chiite. Et il nous décrit là-dedans donc un peu l'histoire. Vous voyez, en commençant avec Ali, qui était marié avec Fatima, etc. Donc il nous raconte un peu l'histoire du début de l'islam, pourquoi il y a cette division entre chiites et sunnites. On peut dire que pour un Portugais, manifestement, au XVIe siècle, tout cela ne faisait pas partie des informations reçues, parce que les Portugais au XVIe siècle étaient dans une espèce d'amnésie par rapport à leur propre passé islamique. Ils avaient oublié, parce que les musulmans ont été chassés du Portugal vers 1250. Donc, 3 siècles plus tard, ils avaient très peu de connaissances en réalité, si on fait la comparaison entre eux, certains Espagnols, pas tous. Mais et voilà, donc, au moins dans ce texte-là, il y a une tentative de décrire qui sont les musulmans, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi les différences entre eux, etc. Mais, comme je vous ai dit, c'est relativement rare par rapport à l'attention portée aux gentils et leurs pratiques et les différences donc, entre eux. Alors, bien sûr, tout cela va changer, encore une fois, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et pour une raison très simple, parce que dans la première moitié, les rapports sont essentiellement avec ces petits relativement parlant, royaumes du Deccan, tandis que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a un grand changement qui va se produire avec l'essor de l'Empire moghol. Donc l'Empire moghol, qui n'existait pas quand les Portugais sont arrivés en Océan Indien, donc rappelons-nous, quand les Portugais arrivent au Kerala en 1498 ou 1500, il n'y a pas d'empire moghol, il y a un sultanat en Inde du Nord, qui est le sultanat de Lodi, qui en plus n'a pas de port maritime. Donc c'est un sultanat qui est complètement renfermé à l'intérieur de l'Inde du Nord. Donc évidemment, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que les Portugais aient des contacts avec ce royaume-là. Et même avec le début des Moghols, donc là vous voyez les 2 premiers Moghols de l'Inde du Nord, Babur et Humayun. Avec Babur, il n'y a pas de contact, mais c'est avec Humayun, dans les années 1530, que les Portugais vont commencer des contacts, dans 2 endroits différents. Donc, tout d'abord, les Portugais ont des contacts avec Humayun quand il fait l'invasion de Gujarat, dans les années 1530. Et puis, à peu près au même moment, il rentre aussi en conflit avec les sultans de Bengale. Et donc, ça, c'était une deuxième frontière de contact avec les Portugais. Et on commence donc, à partir de ce moment, dans les textes portugais, à avoir des descriptions des Moghols. Et ils se rendent compte très rapidement que les Moghols sont des gens connus. Des gens connus dans quel sens? Parce que, vous vous rappelez que les rois de Castille avaient eu des contacts avec Tamerlan au début du XVe siècle. Donc, il y a cette ambassade de Clavijo qui a été envoyée par le roi de Castille à Samarcande au début du XVe siècle, et les chroniqueurs portugais se rendent compte qu'ils sont les mêmes gens. Donc, que les Moghols sont des Timurides, donc venus de l'Asie centrale, et ça c'est décrit assez clairement dans les chroniques portugaises de l'époque. Et puis, finalement, on commence à bâtir des contacts. Les contacts qui vont donc tout d'abord de ces villes portuaires, parce que les Portugais dans le Gujarat ont leur propre forteresse, 2 ou 3. Tout d'abord Diu, puis Daman. Mais ce qui est intéressant, surtout pour nous, c'est ce moment quand les Portugais vont envoyer des gens à la cour moghole, et qui commence donc, un contact qui commence à la fin des années 1570. Et ça, c'est assez connu, c'est un épisode assez intéressant, même s'il il reste beaucoup de travail à faire. C'est le moment donc de l'envoi des Jésuites dans la cour des Moghols.
Les jésuites, qui sont donc représentés ici dans les peintures mogholes, manifestement, les Moghols trouvaient ces gens assez curieux. Donc, vous voyez ici des jésuites à la cour de Akbar, à Fatehpur Sikri, puis vous avez les jésuites ici à la cour de Jahangir, et ça, c'est une peinture, et il y a peut-être 3 ou 4 des jésuites individuels faits par des peintres moghols qui trouvaient ces gens avec leur façon de s'habiller, etc., assez intéressant. Des sultans parfois posaient des questions à des jésuites, par exemple, un sultan se moquait d'eux une fois à Bijapur en disant qu'il voulait voir le texte dans lequel Jésus-Christ avait dit qu'il fallait s'habiller comme ça. Et bien sûr, les jésuites étaient un peu confus face à cette interrogation. Alors donc, les jésuites qui s'installent, et ces jésuites-là donc deviennent assez importants sur plusieurs points de vue. Pas pour la conversion, soyons clairs, parce qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à faire des grandes conversions. Il y a quelques princes de la famille moghole qui ont été convertis, mais on ne sait même pas si c'était des vraies ou des fausses conversions, si on faisait ça pour juste comme une espèce de petite expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient une source capitale d'information. Bien sûr, tout d'abord de l'information qui va circuler à l'intérieur de la compagnie. Donc, dans les archives de la compagnie, on trouve toutes ces lettres assez fournies avec des détails sur la cour, sur le fonctionnement des Moghols, sur le système politique, mais aussi autour de ça, par exemple, sur d'autres personnages, d'autres communautés. Mais dans un deuxième temps, là vous voyez déjà, on est au début du XVIIe siècle, on va commencer à publier des versions rédigées de ces lettres. Donc ça, c'est la source centrale pour tout cela. C'est fait par un jésuite qui s'appelle Fernão Guerreiro, Relação Anual das Coisas que Fizeram os Padres da Companhia de Jesus, la relation annuelle des choses qui faisaient les pères de la Compagnie de Jésus. Donc, texte en portugais, puis qui sera traduit en partie encore en français, par exemple par Pierre Dujaric. Mais il y a aussi d'autres versions dans d'autres langues européennes. Donc, dès qu'on rentre dans le monde de l'imprimé, il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de circulation. Et bien sûr, on ne peut pas finalement limiter ces informations au monde catholique. N'importe qui a les moyens, même dans l'Europe protestante, peut lire et commenter et absorber ces informations-là, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, avec ce qui était gardé dans les archives de la compagnie. Alors, donc, c'est un moment qu'on peut aussi aborder en utilisant d'autres textes et d'autres récits. Et parmi ces textes, je vais juste revenir sur un texte sur lequel j'avais parlé brièvement il y a 2 ans, un texte qui est relativement méconnu, écrit par un Français qui était peut-être le premier Français qui a été à la cour moghole, plus ou moins, on n'est pas tout à fait sûr, qui s'appelle donc Pierre-Olivier Malherbe. Et ça, c'est la version établie par le chercheur canadien Grégoire Holtz. Alors, il nous dit que Malherbe de Vitré, qui était donc de Bretagne, à 13 ans, il fut mené en Espagne, environ 1581, par un sien oncle, qu'il apprécie bien la langue et les façons de pays, qu'il passa pour castillan aux Indes orientales et occidentales, etc. Donc, il nous dit qu'en effet, entre 1581 et 1608, il se promenait un peu partout dans le monde. En fait, il a fait une espèce de circumnavigation. Et donc Pierre-Olivier Malherbe arrive finalement par des voies assez compliquées, en passant par l'Amérique du Sud. Il a été dans les mines de Potosi, puis les Philippines. Il arrive en Inde et il dit qu'il a passé du temps avec le roi moghol. Donc, il nous a montré, parce que le texte n'est pas écrit, ce n'est pas un texte de première main, il a raconté ça à quelqu'un, donc c'est un texte qui est écrit en troisième personne par un anonyme. Il nous a montré aussi un passeport de grand moghol ou tartare, écrit en arabique, il dit. Et il y a apparence, il a chargé tant de ce roi, etc. Donc, que le roi moghol voulait avoir amitié et alliance avec le roi de France. Alors, donc,
description du Moghol. Et là, vous voyez justement ces aspects-là, il est tout à fait conscient de ça. Donc, ce prince, et on parle ici parfois d'Akbar, parfois de Jahangir, parce qu'on est plus ou moins à ce moment de transition 1605 entre ces deux rois. Ce prince est de la race des Tamerlans, donc des Tamerlans, ça devient en pluriel, pour se appelé communément le Grand Tamerlan, dont les prédécesseurs descendirent de Samarcande et Zagatai, ça c'est Chagatai, leur ancienne demeure depuis 60 ans ou 50 vers le midi, où ils ont fait les grandes conquêtes sur plusieurs petits rois et leurs pays, sur celui de Deccan, Delhi, Cambay, Bengale, et contrées le long du Gange, de ça et de là, etc. Et même sur le persan, qui a, depuis peu de temps, il a pris Sigustan, Sablustan, Kaboul, Kandahar, etc., etc. Le dernier roi mort depuis peu s'appelle Akbar, qui conquit les Pathan, donc ce sont les Afghans, et force autres pays. Chambellan, ça c'est Jahangir devenu quelque chose d'assez bizarre. Chambellan, son fils, est celui qui règne, c'est probablement Selim qui est devenu chambellan. Son fils est celui qui règne aujourd'hui et qui conquit Gujarat et en fit mourir le roi. Malherbe a vu familièrement l'un et l'autre de ces rois. Il fut cette exposition de Gujarat et on celle aussi d'un fort château qu'il prit, etc., etc. Donc, il nous donne au moins quelques détails. Et c'est une vision assez, en fin de compte, moi je dirais, positive qu'on a de ce roi. Et qui croise parfois la vision des jésuites. Donc, voyons par exemple. Le pays étant conquis, le Moghol laissa vivre chacun en sa religion. Mais il laissa garnison et lieu plus important auquel, pour leur situation, il assigna le domaine aux tribus du roi vaincu. Il semble que ce prince, moins que tous les autres mahométans, se formalise des cérémonies et façons de faire des peuples, quelles qu'elles soient, promettant aux jésuites qui sont de catéchiser les hommes, mais non les enfants de son pays. Et ces peuples idolâtres, qu'il dit plus haïr, ayant laissé toutes leurs folles cérémonies jusqu'au dépouillement des filles que les brahmins font pour leur pagode, qu'il permet encore à Mathura. Donc, il y a cette vision d'un roi extrêmement ouvert par rapport aux autres musulmans, qui va permettre toutes sortes de différences à l'intérieur de son royaume, un roi donc tolérant. Et donc, vous voyez cette phrase où il dit « Tout cela montre que ce prince est plus déiste que Mahométan, comme était Tamerlan. » Donc, on insiste qu'il ne faut pas souligner d'une façon exagérée l'identité musulmane, et en fait, il est même assez tolérant, et de fait, il ne réprouve point la religion chrétienne. Et donc, on dit que il y a une seule chose, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se convertir, et ça c'est aussi une espèce de topos qui va revenir, et en fait qu'il serait devenu chrétien, sauf que devenir chrétien, ça veut dire qu'il ne peut avoir qu'une femme, et il ne peut goûter en aucune sorte à une autre, comme il disait souvent à Malherbe, ce que la reine toutefois, comme aussi les autres femmes du pays, approuvent fort. Donc, ça, c'est l'idée que la conversion du roi était toujours possible, sauf sur ce point des musulmans ayant plusieurs femmes et les chrétiens ne perpétuant qu'une. Donc, ça, c'est la vision laïque d'un voyageur. Chez les jésuites, on trouve beaucoup plus de détails, beaucoup plus presque d'expériences quotidiennes dans cette cour, à la fois donc qui peut alimenter une histoire et une chronique, donc des données assez précises sur, par exemple, le passé des Moghols, leur venue de l'Asie centrale et ainsi de suite, mais il y a aussi beaucoup de choses qui portent sur l'aspect donc ethnographique aussi, c'est-à-dire comment fonctionne la cour, les détails et ainsi de suite. Alors, les jésuites ont aussi joué un rôle assez compliqué, parce qu'à la fois, ils ont amené des données de l'Inde, mais ils ont aussi voulu imposer leur propre vision de l'Europe aux Moghols. Donc, ils ont aussi fait des traductions pour les Moghols. Par exemple, des textes à la fois de la religion chrétienne, mais aussi d'autres sortes de textes.
Donc, un des jésuites, en particulier, était très habile pour cela, mais vous voyez ici, par exemple, un de ses textes écrits en collaboration par un jésuite qui s'appelle l'histoire de Saint-Pierre, d'Astan et San Pedro. Donc, là, vous voyez la version, donc, éventuellement publiée de ce texte en persan, et puis avec une traduction latine tardive faite par un protestant pour dénoncer ces procédés des jésuites. Donc, vous voyez que le protestant qui a fait la traduction en disant « Historia San Petri sed contaminata ». Parce que, bien sûr, c'était contaminé par l'intervention des jésuites. Et le protestant en question, Louis de Dieu, voulait justement démontrer que ce que les jésuites racontaient aux Mongols n'était pas du tout le vrai christianisme, mais autre chose. Alors, regardons donc un peu cette interaction. Qui sont ces jésuites à la cour moghole? Je vous donne juste quelques noms, les noms principaux. Donc, on commence avec Rodolfo Acquaviva, italien, très bien, qui avait beaucoup de connexions. Il y avait d'autres membres de sa famille qui étaient extrêmement haut placés dans la société, qui est éventuellement mort et a été tué et martyrisé en 1583 dans la région de Goa. Puis il y a ce Catalan, Antoni Montserrat, qui écrit un grand texte sur les Mongols, Mongolique Legationis Commentarius, et ce texte n'a pas été publié, c'est resté à l'intérieur des archives de la compagnie, mais un autre jésuite à la fin du XVIe siècle a utilisé des petites bribes de ce texte. Puis il y a ce personnage clé qui s'appelle Geronimo Xavier, qui s'appelait en réalité Geronimo de Speleta et Goni, qui était le neveu de François Xavier, le neveu par la voie maternelle, donc il avait en fait utilisé ce mot parce que c'était un nom prestigieux, et qui est resté à la cour moghole pendant assez longtemps, dans les années 1590 et 1600. Puis il y a les autres, le portugais Manuel Pinheiro, l'autre portugais Bento de Goiás, qui est célèbre parce qu'il a essayé de faire la voie terrestre entre l'Inde et la Chine, et il est mort en passant par le Tibet dans le sud-ouest de la Chine, dans la province de Gansu, en 1607. Et puis, il y a le Florentin, Francesco Corsi, qui est probablement celui qu'on voit dans la peinture de Jahangir. Ici, ça c'est probablement Corsi qu'on voit ici. Alors donc, vous voyez qu'il y avait ces gens-là, mais il faut, à mon avis, insister sur un autre personnage qui a été très souvent négligé, qui est leur principal interlocuteur à la cour, qui est Maulana Abdus Sattar ibn Qasim al-Lahori, qui est un savant un musulman indien, qui était celui en fait qui rédigeait ces textes en persan. Parce que si on regarde ces textes, on voit que même Xavier, qui était probablement celui qui connaissait mieux le persan, n'était pas capable en réalité de manipuler le niveau de rhétorique, ou encore les références, par exemple, ces textes-là ont, par exemple, beaucoup de citations comme ça, de passages de la poésie classique persane, ou même des hadiths, des versets coraniques, et c'est sûr que Xavier n'était pas capable de sortir ça de sa tête. Donc, manifestement, il s'agit de Maulana Abdus Sattar, qui, lui, apparemment, avait appris le latin, et qui pouvait lire le latin et s'était mis même à l'étude des sources en latin portant sur l'histoire de l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de passage dans les deux sens. Les informations sur l'Inde qui arrivent en Europe, les informations sur l'Europe qui arrivent en Inde. Donc on fait ça, et ça se fait dans le cadre d'une espèce de collaboration très difficile, parce qu'on sait que Maulana Abdus Sattar, finalement, s'est brouillé avec les jésuites. Et vers 1609-1610, il devient extrêmement violent contre les jésuites. Et il les dénonce même ouvertement dans la cour moghole. Mais il y avait un moment, donc, quand ça marchait relativement bien, et il y avait donc une production de textes qui était possible. On a commencé maintenant à publier un certain nombre de textes. Je vous mentionne donc juste ce texte-là qui s'appelle Merat al-Quds, qui est une vie de Jésus-Christ, qui a été donc écrit en collaboration par Xavier et Abdus Sattar,
Et donc, il y a maintenant une édition et une traduction faite par Willa Thaxton, célèbre traducteur américain de ce genre de texte. Et là, vous voyez encore les jésuites à la cour, peut-être de Selim, on ne sait pas trop. Alors, donc, je vais me passer un peu de temps quand même, dans le temps qui me reste, à parler d'un de ces textes relativement méconnu, qui est un texte qui va un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça, c'est un texte qui est écrit par Xavier avec Abdou Sattar, ou faut-il dire Abdou Sattar avec l'aide de Xavier, on ne sait pas trop. Hein, et c'est un texte donc, qui s'appelle Adab al-Sultanat. Hein, et là, vous voyez, dans le manuscrit de Rome, on a la traduction où on dit que ça se traduit par Directorio de Reyes. En fait, c'est une espèce de manuel comme miroir de prince pour expliquer au roi comment il faut faire, comment il faut fonctionner. Et donc, l'idée étant que les jésuites vont expliquer au roi moghol, dans ce cas Jahangir, comment, en fait, lui, il peut apprendre des rois chrétiens de l'Occident le bon gouvernement. Ça, c'est une idée, d'ailleurs, qui était un peu répandue chez les jésuites. Je vous rappelle, par exemple, que Matteo Ricci, qui était en Chine plus ou moins au même moment, avait rédigé un texte pour la cour chinoise sur l'amitié. Donc ça, c'est le texte en question, dans lequel il va puiser à la fois dans les auteurs classiques, mais aussi, c'est un texte assez intéressant parce que le cadre est érasmien. Donc, il explique aux Chinois l'idée de l'amitié qui existe en Occident. Donc, encore une fois, c'était intéressant parce que c'est en évitant toute une série de sujets, en se penchant sur un aspect qui serait beaucoup plus, entre guillemets, laïque. Et c'est la même chose avec le comportement des rois. L'idée étant qu'on peut trouver des exemples pour expliquer aux rois moghols comment on fonctionne en Occident. Alors, quels sont les exemples ? Le texte, on le sait, était divisé en 4 parties. Il y a une première partie qui parle du respect que le roi doit à Dieu. On ne précise pas si c'est le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans. Et puis, il y a une deuxième partie sur l'amélioration que le roi doit pratiquer sur lui-même, donc l'amélioration morale. Il y a une troisième partie qui est sur la formation des fonctionnaires, les Ohdadaran. Et puis, il y a une quatrième partie qui porte finalement sur l'amour du peuple et la nécessité de les protéger, etc. Alors, pour expliquer tout cela, où est-ce qu'on va ? On va tout d'abord dans le passé romain. Donc, on va chercher beaucoup d'exemples en utilisant des textes comme Plutarque, par exemple. Donc, on va chercher dans le comportement des empereurs de l'Empire romain des exemples et des cas où, bien sûr, ces empereurs-là n'étaient pas des chrétiens. Donc, l'idée étant qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bon gouvernement qui dépasse ces questions religieuses. Puis, on va revenir de temps à autre à des exemples portant beaucoup plus sur le monde contemporain. Et je vous donne rapidement donc, quelques exemples de cela. Alors, donc, je vous donne 3 anecdotes, plus ou moins comme c'est rapporté dans le texte de l'Adab al-Sultanat. Premier exemple. Il est rapporté que Charles Quint, le Caesare Roma, a attaqué la terre de France. Lorsque son armée était face à l'ennemi, il pensait que le général n'avait pas ordonné correctement les flancs droit et gauche. Le roi était un brave homme et de témérité pensait-il lui-même descendre sur le champ de bataille. Le général n'a pas aimé cela et, au lieu de sa responsabilité, s'est retiré. Le souverain l'a appelé, demandé une explication et dit au général, placez l'armée dans le bon ordre et demandez à chacun de prendre sa place. Le général répondit, maître, quand vous m'avez donné le rôle de chef de file, puis ce fut à moi de donner les ordres. Dans ce cas, vous devrez aussi prendre votre place pour que je puisse commander correctement les différentes parties de l'armée. Le Caesar réalisa alors qu'il n'a pas été à l'endroit approprié, il a appris la leçon et retourna à sa place, puis le général a organisé l'armée
de telle sorte qu'il y avait une victoire éclatante. Donc, petite histoire, exemplum, avec une espèce de morale qui dépasse la question de si on est chrétien, si on est musulman. C'est donc un exemple. Bien sûr, on ne sait pas d'où il a trouvé ça, parce que pour un certain nombre de choses, on sait qu'il cherche dans des textes précis. Mais le problème, c'est qu'on sait également que Xavier n'avait pas une vraie bibliothèque avec lui. On sait qu'il avait quelques livres. Et dans le cas de l'histoire espagnole, il avait par exemple El Cid. Donc il prend sans cesse des exemples d'El Cid, ou un texte de Juan de Mariana. Mais par exemple, prenons un autre cas que j'ai consulté avec mes amis spécialistes de Philippe II qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Le Badshah d'Espagne, Philippe II, quand il était vieux et malade, avait fabriqué un cercueil en verre, tabout et chicha, pour lui-même, qu'il avait l'habitude de regarder souvent pour garder la mort présente dans son esprit. Quand il a réalisé qu'il était non seulement utile à contempler la mort, mais aussi d'y penser alors que dans la fleur de la vie, il appela son fils et dit « Regardez ce cercueil qui est ma maison, Hana et Man, et qui finira par être votre maison. De tous les biens de ce monde, rien d'autre ne sera laissé, sauf le cercueil que nous allons prendre avec nous. » Qui n'est pas techniquement correct, mais peu importe. Par conséquent, il faut toujours penser à la mort et après moi, gouverner et gérer le royaume tout en craignant Dieu et avec vigilance afin que le Créateur et ses créatures soient heureux avec vous, que ce soit les moyens de votre salut. Il a dit cela, dit à son fils de partir et après avoir tourné son attention vers Dieu, il rendit son dernier soupir. Voilà, donc, encore une fois, il y a Dieu, mais ce n'est pas précisé quel Dieu. Il y a les créateurs, et bien sûr les créatures, mais encore une fois, les créatures de quel Dieu, peu importe. Donc, il y a cette possibilité de passer à un système à un autre en utilisant ces exemples qui sont donc parfois, à mon avis, des pures inventions, mais aussi peut-être parfois des aspects folkloriques. Dernier exemple que je trouve particulièrement amusant, il était un homme très courageux nommé Hernán Cortés, que le roi de Castille a envoyé vers la terre occidentale, appelé le Nouveau Monde, Alam Jadid. Ce Nouveau Monde est très étendu comme un monde en soi. Il fait seulement une centaine d'années que les gens ont appris à son existence. Cet homme est allé avec quelques navires pour amener ce pays sous son contrôle. Quand il est venu sur le rivage, il vit que son armée était sans force parce qu'ils étaient peu nombreux et les habitants du pays étaient nombreux. L'armée était prête à perdre. Ce sage homme a ordonné que les trous doivent être faits secrètement dans les navires, de sorte qu'ils ont commencé à couler. Quand les hommes de l'armée ont vu cela, ils sont devenus nerveux, mais ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Le général leur dit maintenant « Oh, mes amis », c'est toujours à un moment donné qu'on passe dans cette espèce de forme directe et déclarative. « Oh, mes amis, maintenant il est impossible de revenir en arrière. Il n'y a aucune sécurité à rester ici. Nous devrions trouver notre courage et avancer afin que nous puissions mettre ce pays sous notre contrôle, sinon nous serons tous détruits. » Quand l'armée a vu qu'il n'y avait pas moyen de sortir, ils s'en revinrent, ils sont allés à la conquête de toute la terre et toutes ses mines. Ainsi, sous la contrainte, le soldat peut aller au-delà de toute crainte, comme un chat sans défense peut frapper un léopard. Alors, il y a aussi un aspect assez amusant dans cela, c'est-à-dire que ça correspond, pas dans tous les détails, mais à quelques détails près, à la version mythique de l'arrivée des musulmans dans la péninsule ibérique, où on dit que les premiers musulmans arrivés ont brûlé leur navire pour dire on ne va pas faire marche en arrière. Donc, en fait, c'est une version justement de cet autre narratif, qui est un narratif de la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Donc, fort de tous ces exemples, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples portant sur le passé espagnol, sur le passé portugais, des figures qui sont assez bien développées. Charles Quint revient plusieurs fois, et Charles Quint avec François Ier quelquefois. Il y a beaucoup d'insistance sur le personnage de Jean II, roi de Portugal, et puis beaucoup de choses portant sur les empereurs et l'histoire romaine. Alors, donc, vous voyez que déjà, avec ces jésuites-là, on avait pas seulement une espèce de fenêtre ouverte en Europe vers l'Inde, mais aussi, en quelque sorte, l'Europe devient quelque chose de plus concret
chez au moins les Moghols, même si c'est une Europe assez bizarre parce que c'est une Europe où on insiste beaucoup sur le passé ancien et classique. On sait beaucoup plus sur le monde des Grecs et Romains finalement que le système politique en Europe de l'époque. Les jésuites sont aussi manifestement en train de contrôler ce qui passe et ce qui ne passe pas. Mais néanmoins, c'est une espèce de miroir qui peut jouer dans les deux sens et ça va former donc la base quand les autres Européens vont arriver au début du XVIIe siècle, quand d'un côté les Anglais, que vous voyez ici représentés par le livre de Purchas, Purchas's Pilgrims, où on raconte en long et en large les premiers Anglais arrivés en Inde, ou quand on trouve chez un savant comme Johannes de Lat, de Leyde, cette vision qu'il a de l'Empire moghol. Ce qu'on va développer donc en 2 semaines, car le 16 est en férié, c'est donc voir comment on pouvait développer ça à partir d'une autre stratégie qui était donc la stratégie de la collection. Donc ici, ce sont des informations qui passent d'un côté à l'autre, mais maintenant, on va développer cet aspect des gens qui sont arrivés aussi en Inde pour faire la collecte des données et notamment, on va voir avec l'essor des collectionneurs, des gens comme Vecchietti, des gens comme George Strachan, des gens comme Erpenius ou de Gaulius, des Néerlandais qui, tout en restant en Europe, ont commencé à construire des collections portant sur l'Inde, des textes, et donc toujours en combinant cet aspect de collection avec l'aspect de l'ethnographie du terrain. Je vous remercie.